Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série d'interviews sur les entrepreneurs à succès qui sont hypersensibles et qui en ont fait une force. Ce sera aussi l'occasion de parler de relations à l'argent. Alors, vous pouvez trouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, questionner pour plus d'interactions. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle interview, je reçois Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour, enchanté Bruno. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Voilà. Moi, Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour mieux faire ta connaissance, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ton parcours, ce que tu fais. Voilà, on t'écoute. Bien ça. Alors moi, je m'appelle Joseph Amani, j'ai 26 ans. Alors j'aurais du mal à me définir avec un seul mot parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis coach certifié, j'interviens dans différentes écoles et je suis sur plein de projets à la fois, que ce soit mon livre, une émission dédiée à la jeunesse, un système de conférences. Mais pour mon parcours, moi, il est simple. J'ai fait un bac ES. Voilà, c'était en 2014. Suite à ça, j'étais vraiment attiré vers la voie de la vente, la voie du commerce, tu vois. Et j'ai fait un BTS Management des unités commerciales, donc en 2 années en alternance. Et une fois le BTS obtenu, je me suis dit qu'il me manquait ce côté humain. Tu vois, le côté où on est proche des gens, où on peut les aider. Et donc, j'ai fait une prépa infirmier pour aider les gens. Et là, j'ai découvert aussi le beau côté humain, mais le côté de la mort, le côté du sang, des maladies. Et je me suis dit qu'on allait vite retourner à la voie du commerce. Et donc, me voilà reparti un an après en école de commerce, en alternance, pour faire encore 3 ans d'alternance dans la voie du management et du commercial. Et à l'heure actuelle, ça fait 2 années que je suis diplômé d'un master et 2 années également que je suis à mon compte, que je suis entrepreneur et que je suis sur plein de projets à la fois et que j'ai monté une entreprise. Ah, un beau parcours à la fois commerce et humain. Je suppose que l'année de prépa infirmier, ça doit être très marquant. Euh, Ça a forcément influé sur ce que tu fais aujourd'hui. Mm. Oui, tout à fait, hein. La prépa infirmier, on ne se doute pas exactement de ce que c'est, sauf qu'il y a des stages à côté et que quand tu es en stage et que tu découvres ce monde hospitalier que tu voyais qu'à la télé, que tu en entendais parler mais tu ne le voyais pas vraiment, et que tu découvres que c'est un monde autant beau, mais que sanglant, que dur, on voit qu'il n'est pas pour tout le monde. Et moi, je ne voulais pas me forcer à aller vers une voie qui n'est pas la mienne. D'accord. Ben, bon, ça fait partie de ton parcours et ça t'a certainement enrichi humainement et sans doute influencé, mais je dirais dans la bonne manière. Donc tu dis Mm. que tu as beaucoup de projets aujourd'hui, tu peux nous en dire deux mots? Bien sûr. Aujourd'hui, mon projet principal, c'était de monter une émission pour la jeunesse. Alors, c'est une émission qui est montée maintenant depuis 8 mois. Elle s'appelle On parle de tout. On peut la retrouver sur YouTube, etc. Et moi, j'avais à cœur vraiment de réunir des jeunes autour d'une table. Voilà, c'est plutôt un studio de vidéo avec 4 caméras, un micro, etc. Mais que pour les jeunes, en fait, puissent parler de thèmes tabous, de thèmes sensibles. Tu vois, si on prend l'hypersensibilité aujourd'hui, si on prend la dépression, les amours, l'argent ou la drogue, l'alcool, peu importe, je voulais vraiment que les jeunes puissent en parler entre eux, autour d'une table, et pas seulement en parler, mais qu'il y ait un animateur, un coach, qui puisse débattre avec eux et que tous ensemble, on puisse donner nos meilleurs conseils et qu'en fait, en 2021-2022, qu'on ne soit pas obligé d'aller sur des vieux forums anonymes, mais qu'en fin de compte, on puisse avoir la vie des jeunes directement en vidéo. D'accord. Super, bravo. Un bel outil, un beau projet pour les jeunes. Alors pour revenir un peu à ton hypersensibilité, en fait, comment tu l'as découverte? Ah, moi j'ai pris du temps à la découvrir, on va dire. Moi, on va dire que jusqu'à 18 ans, je me posais aucune question sur ma mentalité, une certaine sensibilité. J'étais un petit garçon normal. Et à 18 ans, c'est vrai qu'il y a un événement qui m'a pas mal perturbé et qui m'a rendu tel que je suis aujourd'hui. C'est que mon papa est mort brutalement d'une crise cardiaque. Alors, il n'y avait rien pour le prévenir. Et bien sûr, ça a fait un gros état de choc. Et la vie, elle ne m'a pas laissé tranquille, puisque 3 mois après, c'est ma grand-mère paternelle qui est morte d'une erreur médicale. Et il y a ma maman qui a failli suivre, mais que tout va bien, qui a fait un gros burn-out et qui s'est fait opérer du dos, c'est d'une double hernie discale, et donc qui est resté plusieurs semaines à l'hôpital.
Et quand tu vis ça à 18 ans, c'est vrai que bon, ça te plonge dans une grosse dépression et, et ça, voilà, ça te donne une certaine sensibilité. Et en fait, peu à peu, quand je me suis relevé, psychiatre, psychologue, médicaments, beaucoup d'années, on va dire 4 longues années, et quand tu te relèves de ça, que tu as 22, 23 ans, bah, tu vis avec ces certaines mentalités. Tu te dis, mais pourquoi je réagis différemment? Pourquoi je réfléchis d'une autre manière que les autres? Je me sens différent. Pourquoi il y a certaines situations dans le couple, dans la famille, qui peuvent me faire pleurer, qui je contrôle aucune émotion dans certains domaines. Et en fait, tu réfléchis et tu n'arrives pas à mettre de mots dessus, tu vois, comme beaucoup de personnes, je pense. Bah alors tu commences à regarder des vidéos YouTube, tu commences à en parler à des psychologues, à des amis, à de la famille, tu commences à lire certains livres, beaucoup d'articles pour ma part sur le net plutôt que des livres. Et là, tu vois le mot hypersensible qui revient. Et tu te demandes est-ce que tu en es peut-être un. Et petit à petit, tu comprends que bah, ça fait partie de ta mentalité maintenant, que c'est un état d'esprit qui est en toi. Voilà. Ah ouais, alors, je dis ça avec un grand sourire, donc ça veut dire que tu l'as accepté aujourd'hui? Ah bah pleinement, hein. De toute façon, j'ai essayé de lutter, tu vois, de lutter, de dire bah non, moi, je suis comme tout le monde, il y a certains trucs qui n'ont pas à me prendre la tête, mes émotions, je les contrôle, je suis comme ça. Et au final, on voit que la pire des choses à faire, je pense, c'est de vouloir ne pas être soi-même, de vouloir contrôler ses émotions. Comme on dit d'ailleurs, la gestion des émotions. Moi, je pense qu'on ne peut pas les gérer, on peut apprendre à les connaître plutôt. Et ouais, donc je l'ai totalement accepté à 26 ans en tout cas. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que les émotions, si on lutte contre, on les renforce. Alors, ça, il faut plutôt les accueillir, les accepter et les décrypter parce que chaque émotion a un sens particulier. Hmm. Une émotion, en fait, c'est un message, hein. C'est comme le voyant sur le tableau de bord de la voiture. Alors, il y a des voyants. Ben, j'aime pas parler d'émotions positives ou négatives parce que moi, elles sont quelque part toutes positives, elles sont toutes un message. Il y a des émotions plaisantes, hein, la joie, l'amour, et puis il y a des émotions déplaisantes, la tristesse, le dégoût, notamment. Et c'est vrai que ben, c'est à chacun de décrypter le message pour, comme c'est comme une boussole, quoi, pour se remettre sur le bon chemin. Et alors toi, c'était hypersensibilité, ça se traduit comment en fait? Donc tu as parlé d'émotion, il y a d'autres choses, hein. C'est vrai, moi, du peu que j'ai analysé, parce que j'essaie de l'analyser, mais pas totalement, parce que c'est beau d'apprendre à se connaître aussi au jour le jour. Moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans la réflexion. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup d'actions pour ne pas réfléchir, qui a peur de trop réfléchir, tu vois. C'est peut-être pour ça que j'ai monté ma boîte, qu'aujourd'hui j'ai 2 salariés, que je bouge à gauche, à droite, que je me focalise jamais sur une chose. Moi, tu me donnes de la méditation à faire, mon cerveau il part en vrille, et pourtant j'essaye. Et au-delà du fait de tout le temps réfléchir, tout le temps d'anticiper les choses, euh, je ressens beaucoup d'émotions fortes. C'est-à-dire que dans le domaine de la famille, tu vois, peut-être parce que j'ai perdu mon père brutalement, mais que ce soit dans les conflits familiaux, dans les repas de famille, dans les discussions, il y a beaucoup d'émotions qui jouent tout le temps, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine du couple, tu vois, j'ai beaucoup de mal à contrôler mes émotions, euh, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de la possessivité, au niveau du partage, c'est tout le temps une grosse émotion qui monte, et, et que ce soit au niveau de l'empathie. Je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie, je sais même plus si empathie c'est le bon mot, et c'est pour ça que je fais un côté humain. Enfin, que je fais un métier humain, pardon, je ne me verrais pas faire autrement. Et lorsque quelqu'un me raconte son histoire, lorsque quelqu'un vit une émotion forte, je vais accueillir son émotion, je vais accueillir ce qu'il ressent, mais parfois trop fort. Parfois, j'ai l'impression de vivre la chose et fois 1000, et j'ai du mal à gérer mes émotions dans tous ces domaines. C'est vrai que l'empathie, c'est très bien, la capacité de ressentir ce que ressentent les autres, mais il y a aussi un peu un piège, c'est de submerger. Alors, déjà, il faut qu'on gère nos émotions, c'est pas toujours simple. En plus, on peut être comme une éponge submergée par les émotions des autres. Alors, c'est bien parce qu'il faut mieux les connaître, hein, mieux les comprendre. Mais après, ça peut aussi être un piège de ne pas pouvoir faire le tri entre mes émotions et celles des autres et peut-être de plus s'agir en fonction des émotions des autres que des siennes. Voilà,
risque, c'est de plus vivre sa vie, mais vivre sa vie en fonction des émotions des autres. Alors, c'est très, très intéressant ce que tu dis, ouais, vivre sa vie en fonction des émotions des autres. Et tu vois, j'ai un souvenir marquant là qui reste en tête. C'est lorsque j'étais commercial en alternance et que je faisais partie du coup un grand groupe de commercial à la Défense, tu vois, dans les boîtes de la Défense. Et tous les commerciaux avaient un stress monumental. Ils voulaient faire des chiffres, des ventes pour avoir plus d'argent, pour être compétiteurs. Et moi, j'étais à côté d'eux, du coup, très bon aussi, compétiteur, mais je ne m'affligeais pas un stress comme eux. Et leur stress, ça jouait sur leur mauvaise humeur, sur leur dialogue. Ils étaient là, bourrés d'énergie, de stress, d'émotions négatives. Et moi, rien que le fait de rester tout le lundi à côté d'eux, j'arrivais le mardi avec cette boule au ventre. J'étais stressé comme eux, négatif. Et en fait, la seule solution que j'ai trouvée à l'époque, c'est m'isoler. Manger seul, faire les pauses seul, essayer de rester le moins longtemps proche d'eux, parce que sinon, je vivais leurs émotions et je vivais pas ma vie, entre guillemets. Oui, c'est une manière de se protéger, de se sauvegarder. Ça, Et oui, c'est c'est important. important. Alors, c'est hypersensibilité, comment t'en as fait une force? Tu as fait une démarche, c'est venu naturellement, et comment tu t'es dit, ben, en fait, tu peux aussi en faire une force. Eh ben, très très bonne question. Ben, en fin de compte, tu vois, lorsque j'ai cherché ma voie, on va dire, et que j'ai découvert le coaching, j'ai découvert le coaching en me formant à côté de l'école de commerce, et j'ai commencé à monter une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où je me permettais de donner des conseils aux jeunes, aux 15-30 ans. Et ça marchait pas du tout, on va dire. Ça marchait pas du tout au début, parce que les jeunes ne se reconnaissaient pas. Ils ne se reconnaissaient pas parce que je voulais jouer un rôle du mentor, du coach, aujourd'hui pour gérer son stress, mais je ne pensais pas à ce que je disais. Et à force de parler à certains amis, à ma famille, ils me disaient, mais Joe, pourquoi tu n'es pas tout simplement toi-même? Pourquoi tu ne montres pas ton gros côté hypersensible, ton côté où tu as du mal à gérer tes émotions, ton côté où bah, tu as cette grosse sensibilité, fragilité que tu acceptes pour en faire une force? Et j'ai dit, bah ok, on va tester et on va faire des vidéos YouTube où on parle de mon stress, où on parle de la mort de mon père, ce que ça m'a vécu, on parle de tout ce que j'ai du mal à gérer dans ma vie. Et en fin de compte, petit à petit, les jeunes se sont reconnus. Les jeunes ont peut-être vu quelqu'un de sincère, de vrai. Et même moi, en fait, je me sentais mieux en le faisant. Et petit à petit, cette chaîne YouTube est montée. Aujourd'hui, elle a presque 11 000 abonnés, 11 000 Français qui sont reconnus en moi. Et petit à petit, je m'en suis servi pour démarcher des entreprises, démarcher des écoles. Et qui, en fait, ont vu dans ça bah, un jeune homme sincère et qui, je pense, ça a beaucoup joué. Ils se sont dit, bah, il accepte qui il est. C'est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir, un jeune qui se confie sur ce qu'il ressent. Et bah, ok, on va lui faire confiance. C'est l'audace d'être soi, en fait. C'est pas si simple que ça. Hmm. Un peu de se montrer tel qu'on est, vulnérable, parce qu'on l'est tous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi ce qui touche les autres. Parce que quand on joue un rôle, on n'est pas authentique et bah, voilà, on diffuse pas la bonne vibration, la bonne énergie. On va appeler ça comme on veut. Eh oui, C'est vrai que être soi, bah, c'est être audacieux, quoi. J'aime bien la différence entre le courage et l'audace. Le courage, c'est réactif, hein, on réagit à une situation. L'audace, c'est plutôt proactif, c'est bah, on va au-devant de quelque chose. Disons, voilà, être soi, c'est être audacieux. Disons, bah, voilà qui je suis. Après, bah, et accepter que bah, il y a des gens à qui ça va parler et d'autres pas. Donc, voilà. exactement. Alors, dans tes activités d'aujourd'hui, comment ça te rend unique en fait, hein? Tu es toi, mais quel retour tu as sur quelle est ta patte sur tes projets aujourd'hui, ta marque de fabrique, je dirais. Bah, ma marque de fabrique, c'est vrai que je pense qu'elle pourrait pas l'être déjà si j'avais pas vécu ce que j'étais. Et moi, je cherche encore le terme exact, mais la mentalité que moi, j'essaie de transmettre et qui fait qui je suis, c'est qu'on peut utiliser notre vécu pour en faire une force, mais surtout, surtout, pour créer du lien avec les autres. Et c'est ça ma marque de fabrique aujourd'hui. C'est comment créer du lien avec les autres à travers qui on est réellement. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je vais dans les bars avec mes potes. Heureusement, pas les trois quarts, aujourd'hui plus que la moitié, mais ils parlent du dernier match de foot, ils parlent de leur match Tinder, ils parlent du verre qu'ils vont prendre, quel cocktail.
Et moi, j'ai dit, stop, les gars, stop. Au fond de vous, là, toi, je te vois, tu as une tête pas possible. Tu as dû avoir une embrouille avec ta copine. Toi, je le sais. Ta mère, elle est malade, elle est à l'hôpital et tu fais semblant que tout va bien. Mais alors, pourquoi on n'en parle pas ensemble? Mais pourquoi on n'en parle pas d'une manière cool? Tu n'es pas obligé de pleurer. Tu n'es pas obligé de nous dire ce que tu ressens. Mais tu peux en parler d'une manière agréable, d'une manière où on va t'aider, on va être une équipe. Et c'est ça la marque de fabrique aujourd'hui qu'on retrouve dans mes 3 projets principaux et que j'essaie vraiment de transmettre en fait. C'est vrai que des fois, de parler des choses un peu futiles, c'est aussi un paravent pour ne pas parler des choses pas qui fâchent, mais qui sont importantes. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve en coaching, où souvent la demande initiale de la personne, bah, c'est pas tout à fait la vraie demande. Il y a la demande derrière la demande, et des fois il y a la demande derrière la demande derrière la demande, et, et c'est celle-là qui est importante. Bah oui, bah, c'est un très bon exemple que tu dis. C'est vrai qu'on est tellement, et pour donner un exemple encore avec les jeunes, on n'est tellement pas habitué à dire vraiment ce qu'on pense et ce qu'on est. C'est qu'en coaching, bah, tu vois, lorsque je terminais ma certification, il y a une jeune fille qui est arrivée qui avait comme demande, je veux gérer mon stress à commencer mon premier CDI. Je fais OK, OK, bah, on va t'aider à gérer ton stress pour ton premier CDI. Et au bout de 20 minutes de coaching, à force de poser des questions pertinentes, je me rends compte qu'en fait, elle ne veut surtout pas faire cette première embauche. Elle, son rêve, depuis des années, c'est de monter sa boîte dans tout ce qui est textile. Et sauf qu'elle n'a pas le droit parce que ses parents lui ont dit de ne pas le faire. Et voilà, tu vois, c'est. Et elle n'osait pas m'en parler alors qu'on avait le même âge, etc. Donc, il faut creuser, il faut creuser. Et encore une fois, voilà. En 20 minutes, elle s'est sentie bien mieux que depuis des mois et des mois parce qu'elle m'a dit la vérité. Elle a dit ce qu'elle avait au fond d'elle. Mais d'une manière cool. Ah ben, c'est ce qu'on appelle la puissance des questions. C'est voilà, poser les bonnes questions de manière bienveillante, si je ne veux pas dire complaisante, mais bienveillante et respectueuse. Et Et oui, voilà. Bon, puis une fois que le lien de confiance est établi, bon, les gens peuvent aller plus loin et un peu plus se dévoiler ce qu'ils ont au fond d'eux. Et puis, bon, c'est pas toujours. Voilà. Puis des fois, on est tellement habitué à se protéger, à jouer un rôle, qu'on va pas forcément comment dire, énoncer tout de suite la demande. Puis encore, faut-il qu'elle soit consciente. La vraie demande derrière la demande, des fois, elle est un peu cachée. Il y a du travail de déblayage à faire pour y arriver, quoi. et oui, c'est vrai. Et c'est vrai que là, l'empathie, l'hypersensibilité, c'est un bel atout qu'on a dans les mains. Donc, c'est vrai. Et puis aussi les beautés du coaching, de transformer aussi enfin, pas transformer les gens, mais participer à leur accompagnement et à une vie qui leur correspond mieux. Et Et oui. c'est vrai que, et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que le milieu, la personne que tu as coachée, pour sa famille, on disait non, non, tu ne feras pas ça. C'est vrai que la famille, bon, c'est la première cellule de la société et c'est un endroit très réconfortant. Mais c'est aussi un endroit où il peut se colporter de génération en génération des croyances, des autocensures, et des fois qui remontent assez loin. Et il y a aussi l'apport d'être déloyal vis-à-vis de sa famille. Alors, c'est très très intéressant ce que tu dis, tu vois, ouais, être déloyal par rapport à sa famille. Et même moi, une proche à moi, tu vois, qui fait des études de droit pour faire plaisir à sa famille depuis des années et qui a à côté le chant comme passion et qui aimerait en vivre. Et je retrouve beaucoup ça, tu vois, chez elle et chez beaucoup de jeunes. Et moi, si je devais en dire quelque chose, et c'est triste et en même temps je l'accepte tel que c'est que bah, la seule personne qui me motivait vraiment, alors pas à travers mes projets, mais à travers tout ce que je faisais, c'était mon père. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et il reste que ma mère. Et ma mère me soutient pas du tout dans mes projets. Alors, elle ne va pas me rabaisser, elle ne va pas le rendre négatif. Par contre, elle rêve que je sois employé de bureau, que je gagne 2000, 3000 euros pour rester derrière un bureau et que j'ai cette sécurité. Aujourd'hui, quand je lui parle, je vais prendre des employés, je vais faire telle conférence, je fais un TEDx, tout. Oh, calme-toi. Non, 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 non. Tranquille, Joseph, un projet à la fois. T'en es où pour tes embauches de CDI? Elle s'en fout totalement. Et j'avais deux possibilités. Soit je m'effondrais ou j'essayais de la convaincre. S'il te plaît, maman, soutiens-moi, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Soit maintenant, je me dis, OK, ma mère, elle ne me soutient pas dans mes projets. Par contre, je vais prendre le soutien de mes amis, de l'autre partie de la famille, etc.
et je vais prouver à ma mère dans 2, 3, 4 ans que voilà, ça m'aura épanoui heureux. Et là, elle sera contente pour moi parce que c'est ce qu'elle veut au final. Tout à fait, hein. Les parents veulent que leurs enfants soient heureux, mais des fois, ils ont aussi peur. Et ben, la peur, c'est aussi une manifestation de l'amour, quoi. Il y a beaucoup d'amour derrière la peur, souvent, des parents. C'est, voilà, Tout à fait. je ne voudrais pas qu'ils souffrent, je ne voudrais pas qu'ils fassent ceci, cela, voilà, qu'ils se plantent. Mais tout ça, en fait, c'est de l'amour. C'est Et c'est l'amour, vrai que c'est vrai. ce qui est important, c'est de se construire aussi un environnement, alors, de gens qui sont dans la même dynamique, voire niveau un peu plus élevé, pour voilà, et de se dire, en fait, c'est possible, quoi. Pour dissoudre un peu nos croyances, avoir des exemples de réussite. Et, parce que voilà, c'est un peu la phrase de Jim Rohn, hein, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et j'aime beaucoup cette phrase. Voilà, c'est pas forcément arithmétique, mais c'est de se dire, il faut que je me construise un environnement, un entourage qui va m'amener là où j'ai envie d'être. C'est vrai, Voilà, totalement ça. c'est un peu, alors après, pour revenir à l'aspect un peu la peur de ne pas être loyal, hein, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de son entourage, moi c'est quelque chose que je retrouve dans la relation à l'argent aussi. C'est des fois de vouloir, enfin, inconsciemment, rester un peu dans la même classe sociale que son entourage. Alors toi, quel lien tu fais un peu entre ton hypersensibilité et relation à l'argent? Est-ce que tu en fais un déjà? Est-ce que tu Ah bah oui, j'en fais un énorme. Je fais un gros lien entre mon hypersensibilité et la relation à l'argent. Et pour ça, si tu m'autorises, je peux te raconter l'anecdote sur comment j'ai monté mon premier business. Oui, vas-y, on t'écoute. Et comme je vous ai dit, moi, à 18 ans, je suis rentré en BTS Vente, BTS Management des unités commerciales. Et à côté de ça, j'ai monté mon premier business d'une manière totalement sans savoir, on va dire. J'étais un grand fan de paris sportifs. Les paris sportifs où on va parier de l'argent au tabac sur des sportifs. Et je pariais peut-être 4, 5 fois par semaine, hein. Au début, je pariais 10 euros. À l'âge de 19 ans, je pariais plutôt des 100 euros. Et quand j'ai gagné mes premiers salaires, je pariais même des 1000 euros des fois. Des sommes de 1000 euros d'un coup pour gagner 3 fois la somme. Et c'était devenu une belle addiction. Ça, je le savais. Voilà. Il y a un petit problème technique, pardon. On Au va dé- revenir. Alors au début, c'est vrai que tu vois, Bruno, il n'y a qu'une vingtaine d'abonnés. Après, ça Ah, monte, il on y a a été 100 abonnés. interrompu pendant quelques secondes, je suis désolé. Ah, pas Euh, de souci. donc, tu parlais qu'à un moment, tu pariais 1000 euros quand tu avais un Ouais, je vais travail. reprendre. Je reprends ça. Voilà. Je disais que parfois, je pariais jusqu'à 1000 euros sur un match. Tout à fait. Ouais. Alors, Et ça je recoupe? suppose que quand on regarde le match, on doit avoir une sacrée émotion, alors. Ah oui, totalement. Bah, c'est ça que nous, on recherche les parieurs. En fait, ça a provoqué de l'adrénaline. Et c'est pour ça qu'on augmente les mises. C'est que si tu paries 20 euros tous les jours pendant un an, tu n'auras plus d'adrénaline. Il faut augmenter la mise. C'est une Comme un addiction. drogué, totalement. Et je te disais que bah, suite à ça, j'ai décidé de partager mes analyses sportives sur Facebook, sur le réseau social Facebook. Et qu'en fait, mois après mois, je me suis construit une notoriété, une vraie communauté. Donc les abonnés montaient, j'avais 100 abonnés, 1000 abonnés, 20 000 abonnés. Et je suis arrivé à 42 000 abonnés, t'imagines? 42 000 followers. Et arrivé à une telle communauté, c'était génial. C'est monté vite en l'espace de 2 ans. Et je voyais des collègues à moi qui, en fait, faisaient payer les gens pour leurs conseils. Donc, je me suis dit, bah, Joe, pourquoi tu fais pas pareil? Tu prends tes 42 000 abonnés et tu leur proposes de payer un abonnement de 20 euros par mois pour des pronostics supplémentaires dans un groupe privé. Ouais. Et ça cartonnait. Ça cartonnait. Tu avais des centaines de personnes qui, chaque mois, me payaient bah, d'une manière un peu black, on va dire, tu vois, par PSF Card, qui me payait, qui me payait. Et à l'âge de 20 ans, dis-toi, je gagnais entre 3 000 euros et 4 000 euros par mois en travaillant peut-être 2 heures par jour.
Et quand tu vois tous mes potes qui galéraient à gagner 1 000 € par mois, moi j'avais 4 000 € qui chaque mois rentraient, ça te monte rapidement à la tête. Et c'est vrai que tu te sens même gêné par rapport à tes camarades, hein. Tu n'oses pas trop leur dire. Ouais, j'ai gagné 4 000 € ce mois-ci parce qu'ils ne sont pas dans la compréhension que c'est un long travail de 2 ans. Ils sont plus ah ben Joseph paye ton grec, Joseph paye ton resto, Joseph invite-nous en voyage. Tu vois, il y a tout ça pour débuter. Et, euh, et c'est là que cette certaine réflexion a débuté. Parce que lorsque tu gagnes 4 000 € facilement en proposant des pronostics aux gens, il y a toujours quelque chose sous la table. Et ce quelque chose, moi, c'était tous les ressentis des personnes qui payaient. Parce que les personnes qui payaient, chaque jour, elles m'envoyaient des messages privés sur Facebook. Et évidemment, tu as 30% des messages privés, c'est oh là là, Joseph, merci beaucoup, tu m'as permis de gagner 1 000 € ce mois-ci. Oh, merci Joseph, aujourd'hui, tu m'as permis de payer un vélo à mon fils pour Noël. Et moi, je suis le plus heureux du monde. Et tu as toute l'autre partie des messages qui sont des personnes addictes, des personnes malheureuses, et qui me disent, mais Joseph, oh là là, comment faire? J'ai fait un crédit de 20 000 € à la banque. Hier, j'ai voulu parier. J'ai tout perdu. Je suis vraiment dans une galère énorme. Oh là là, Joseph, je suis à moins 3 000 € sur mon compte. Comment je peux faire? Aide-moi à m'en sortir, s'il te plaît. Il faut que tu sois mon héros. Je fais, mais vous êtes des malades, vous. Et des fois, c'était des pères de famille de 40 ans. Il y avait même quelques mères de famille qui se mettaient au paris sportif pour aider leur famille. Je dis, mais non, en fait, Joseph, tu es dans un milieu où tu ne vas pas aider les gens à gagner de l'argent. Tu les aides à moins en perdre. Et ok, ça t'apporte 4 000 € par mois. Ok, ça t'apporte cette notoriété que tu adores. Il y a même un journaliste qui m'avait interviewé, qui m'avait mis dans un livre à la FNAC, il y avait mon nom. Il y avait mon nom dans un livre. Et à 20 ans, 21 ans, quand tu as ça, tu es trop heureux. Mais est-ce que toute cette notoriété que tu es en train de grandir, enfin que tu es en train de faire monter, ces 42 000 followers, cette puissance que tu es en train d'avoir, tu te regardes dans le miroir, tu te sens bien, est-ce que ça vaut tout le malheur que tu apportes à côté sans le vouloir? Toute cette addiction que tu renforces? Et non, clairement non. Alors au début, je me rendais compte petit à petit, avec une petite boule au ventre le matin en me levant, en lisant les messages. Et en fait, cet argent, dis-toi, les 4 000 €, j'ai pas mis 1 € de côté. Et je me demandais pourquoi, hein, pendant des années. Pourquoi je repariais cet argent? Pourquoi je l'utilisais dans des restos, dans des fringues? Pourquoi je n'arrivais pas à donner à la maman qui en avait bien besoin? Pourquoi je n'arrivais pas à mettre de côté? Mais tout simplement parce que pour moi, d'une manière inconsciente, c'était de l'argent sale. C'était de l'argent sur le malheur des gens. Et petit à petit, au grand étonnement de tous mes potes, j'ai ralenti cette activité et je l'ai même arrêtée lorsque j'avais 24 ans. Je dis, Joseph, t'en veux pas. Alors tu vas mettre tous tes comptes Facebook en pause et tu vas arrêter d'aider les gens à parier. Et j'ai pris des années à voir pourquoi j'avais arrêté. Mais c'est pour ça, en fin de compte. Ça me crée une certaine sensibilité au malheur des gens que je ne veux pas. Ça me rendait malade. Et je préfère remonter une communauté dans un milieu comme le développement personnel, comme le coaching, plutôt que d'avoir cette super notoriété dans un milieu d'argent, purement argent et paris sportif, qu'aujourd'hui je ne veux plus. Donc voilà Bruno. Ah ouais. Merci pour ce témoignage, vraiment super. Puis ça montre vraiment bien, c'est bien de gagner de l'argent, mais ça dépend aussi comment, quoi. Et est-ce qu'on est en cohérence avec soi-même? Voilà. Quel sens on y met? Est-ce qu'on aide les autres ou pas en faisant ça? Oui, il y a ça, en fait, là, parce que l'argent qu'on gagne, c'est aussi la contrepartie de la valeur qu'on apporte. Alors c'est vrai pour l'entrepreneur, mais c'est aussi vrai pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Hein. Il est payé pour son travail, sa compétence et son temps. Et tout ça, c'est pour apporter de la valeur à l'entreprise et donc par ricochet aux clients de l'entreprise. Hein. Et c'est vrai que voilà, là, ça en dit beaucoup sur la relation à l'argent, sur est-ce que je suis quelque part, entre guillemets, fier de la manière dont je le gagne. Et quelque part, je ne suis pas si fier que ça. Enfin, j'interprète un peu, mais tu me diras si je me trompe. Peut-être que je le garde pas et il me file entre les doigts, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Moi, pour le coup, j'étais assez fier de dire comment je gagnais de l'argent à l'époque, parce que les paris sportifs, quand tu es ado, c'était la mode. Mais par contre, je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin de l'utiliser aussi vite et pourquoi j'avais même l'envie de le donner, de le partager, mais pas à la bonne personne.
C'est plutôt le donner à des personnes pour s'acheter des vêtements, des fringues. Pour moi, le reparier très très vite. Mais pourquoi tu reparies 1000, 2000, 3000 euros de tout ce que tu as gagné? Et je ne comprenais pas en fait. Et pourquoi je ne le partageais pas à ma maman? Pourquoi je ne le mettais pas de côté? Pourquoi je ne m'achetais pas un nouveau bureau? Des trucs essentiels. Et en fin de compte, ouais, au fond de moi, je n'étais pas fier de comment je le gagnais. Je n'étais pas fier de demander 20 euros à des gens pour leur apprendre à parier, pour leur partager des astuces sur comment utiliser vite leur argent. J'aurais mieux dû leur apprendre comment mieux gérer leur argent, comment mieux sortir de l'addiction. Pour ça, je ne savais pas du tout que j'étais addict, eux non plus. Mais ouais, cette valeur à l'argent, elle était très importante et à l'heure actuelle, si c'était à refaire, je ne le referais pas du tout de la même manière. Ça fait partie de ton parcours et ton expérience. L'expérience, c'est pas ce qu'on vit, mais c'est l'enseignement qu'on en tire. Euh, alors, justement, après, comment tu as fait pour rebondir, pour avoir d'autres activités qui ont plus de sens pour toi? Bah déjà, moi, ce qui m'a permis d'en sortir, c'est de me dire, bah, ok, Joe, t'arrêtes, mais tu sais comment faire. Si un jour tu as besoin pour de l'argent ou pour autre raison de revenir dedans, tu connais les techniques. Et ça, c'est un lien de sécurité énorme. Tu dis que tu quittes quelque chose de mal, mais que tu sais comment tu l'as créé, tu sais comment le reproduire, et du coup, tu n'en veux plus. Et moi, j'ai décidé, donc je me suis dit, c'est un gros challenge, de monter une nouvelle communauté à travers YouTube dans tout ce qui est entraide des jeunes, ce qu'on appelle développement personnel, ce qu'on appelle accompagnement, je dirais. Accompagnement des jeunes et un groupe de jeunes qui parlent de tout. Et ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris, on va dire, 3 nouvelles années. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube maintenant. Et pour débuter, tout simplement, j'ai pris ça, j'ai pris un téléphone portable, j'ai commencé à me filmer, j'ai commencé à mettre les vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, à partager cette mentalité où il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a vécu. J'ai commencé également à entreprendre parce qu'il y avait une spé entrepreneuriat dans mon école de commerce. Et j'ai dit, bah, je vais en faire partie. Je veux que vous m'appreniez comment à travers YouTube, parce que YouTube c'est bien beau, mais comment en vivre, entre guillemets. Et ils m'ont dit, bah, Joseph, ok, il y a YouTube, mais toi, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est des coachings. Tu as commencé à te former. Et donc, je me suis dit, bah oui, et bah, à côté de YouTube, je vais commencer à former les jeunes. Donc, tous les jeunes que j'ai sur YouTube, je vais commencer à leur proposer des petits coachings. Alors, à l'époque, c'était un prix symbolique de 30 euros. Pour 30 euros, vous me donnez une problématique et pendant toute une semaine, vous me dites les jours qui vous arrangent, je vous coach pour 30 euros. J'ai commencé à faire ça, tu vois. Alors, certes, c'était pas les 20 euros par mois que chaque personne donnait pour les paris sportifs avec 1 heure de travail, 2 heures de travail par jour. C'était bien plus de boulot. Par contre, tu vois, les 30 euros que je gagnais, bizarrement, et ben là, j'en prenais soin. C'était 30 euros durement gagnés, mais avec ce côté humain que je voulais, que je retrouvais de la prépa infirmier, et ben j'en prenais soin. Je les mettais de côté, j'offrais un petit cadeau à la maman, je l'investissais dans des choses utiles. Et voilà comment j'ai débuté, c'est en coachant les jeunes individuellement, tout autant à côté en mettant des vidéos YouTube toutes les semaines en ligne. Ça a été le tout début, tu vois. Ouais, ça, c'est super intéressant parce que là, en fait, l'argent que l'on gagne, souvent qu'il a plus de valeur. Je ne parle pas de la valeur qui est indiquée sur le billet de banque, mais la valeur, la manière dont on a gagné, quoi, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nous, qui est en cohérence avec nous. Cet argent, on t'en gagnait moins, mais tu l'utilisais, je dirais, mieux, en fait, Mm. à bon escient. Donc, voilà, la relation à l'argent, c'est pas forcément le nombre les chiffres qu'on a sur notre compte en banque, hein, mais c'est aussi la manière dont on l'a gagné, la cohérence qu'on a avec, si on se sent à l'aise avec, et si on se sent à l'aise avec, si on se sent à l'aise avec la manière dont on a gagné l'argent, on va se sentir aussi à l'aise dans la manière de l'utiliser, le dépenser, l'investir, contribuer, quoi. Mais tu l'as très bien dit, Bruno, et c'est vrai que à l'époque, je me rappelle très bien un exemple type, tu vois, pour te dire à quel point cette valeur d'argent elle était faible. Là, aujourd'hui, ça, c'est une petite chemise à, tu vois, à 39 euros. À l'époque, je m'étais acheté une chemise à 250 euros avec l'argent des paris sportifs. Et je me rappelle très bien qu'une semaine après, je l'avais tachée en soirée. Une grosse tache qui partait pas. Et je l'ai jetée. Et je m'en foutais totalement. Parce que j'avais cette valeur d'argent qui était utilise, jette, utilise, c'est de l'argent, il faut vite l'utiliser. Alors à l'heure actuelle, cette chemise, je l'ai peut-être depuis 5 mois. Elle n'a pas bougé, elle est là, j'en prends soin. Et parce que je l'ai gagnée d'une autre manière. Et ça, c'est super important.
Peut-être tâcher la chemise, c'était peut-être un acte manqué, comme on dit. Voilà, voilà, dès qu'il n'y a pas de hasard, C'est vrai. ouais, c'est super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est, bah, même si tu as fait une mauvaise expérience avec les paris sportifs, tu as quand même réussi à en tirer un enseignement, puisque tu sais aujourd'hui comment monter une communauté, et quelque part, tu as fait le tri entre le gras et l'ivraie, et Mm. pouvoir te dire, bon, ben, ça l'est pas, mais par contre, j'ai appris ça et je peux l'utiliser et le mettre comment dire, à disposition de quelque chose qui me correspond mieux et avec lequel je suis plus à l'aise. Bah, tout à fait. Les paris sportifs, si je ne l'avais pas vécu, jamais j'aurais réussi à monter, à mon avis, aussi vite une communauté dans tout ce qui est le développement personnel. Donc, encore merci aux paris sportifs. Voilà. C'est le cadeau caché, comme on dit. Ouais, Programmation neurolinguistique, on dit qu'il y a un cadeau caché en tout. Alors, des fois, le paquet cadeau, il est pas très appétissant, il est mal emballé, mais dans tout, il y a un cadeau caché. Et ça, voilà, la relation à l'argent, ça en dit beaucoup. Et tu te sens à l'aise aujourd'hui vis-à-vis de, je sais pas, tes amis, ta famille, avec l'argent que tu gagnes. totalement. Bah, moi, tu vois, mon salaire en tant qu'entrepreneur, il dépend vraiment de mes activités, des mois, ça peut être comme ça. Mais aujourd'hui, l'argent, c'est plus du tout tabou. Tu vois, c'est plus du tout tabou. Même lorsqu'il y a 2 ans, donc suite aux études, j'ai pris un tout petit CDI pendant 3 mois. J'ai démissionné directement pour monter tous ces projets. Alors, j'ai fait une rupture co et je gagnais le chômage. Je gagnais même pas 900 euros par mois. Alors que tous mes amis ont pris un CDI à 2500 euros par mois. Mais j'avais pas de honte à le dire. Je disais, bah voilà, aujourd'hui, je vais gagner 900 euros par mois parce que mes projets me tiennent à cœur. Ouais, vous gagnez 3000 euros, bah c'est cool. Et en fait, quand tu le dis avec le cœur et que tu n'as pas de honte à en parler, bah, ils comprennent totalement. Et Oui. aujourd'hui, il n'y a aucun tabou. Et en fait, c'est faire une rupture conventionnelle pour comment dire, travailler sur ces projets. En fait, c'est un investissement. Il y a en temps, mais aussi en argent, puisque tu aurais pu gagner plus en restant en CDI. Euh, mais quelque part, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Est-ce que ça t'a permis d'être où tu en es aujourd'hui et où tu en seras demain? Totalement. Ah, c'est un cadeau qu'on m'a fait, cette rupture co que j'ai demandé et qui a été acceptée. Et je regrette en rien. Voilà, c'est vrai que l'argent, il faut le mettre à la bonne place, ni dans le déni, ni dans le faire un maître. Et, Mm. c'est un outil au service de notre vie. Puis, quand on a de l'argent, on peut aussi contribuer aux autres, ceux qu'on aime, à l'association caritative. C'est vrai qu'on est à l'aise avec ça, on est plus à l'aise dans la vie tout court. Et moi, je dis souvent que l'argent, si on travaille dessus, c'est aussi un outil de développement personnel. Ça paraît étonnant, mais parce que derrière, il y a plein de choses. On va parler des croyances, l'autocensure, la valeur qu'on s'accorde, la loyauté, enfin plein de choses. C'est Donc, vrai. écoute, merci beaucoup pour ce super témoignage là. Dans ton parcours, est-ce que il y a eu tu sais pas, des livres, des vidéos, des podcasts qui t'ont inspiré? Alors moi, tu vas être très surpris, mais j'ai très très peu lu de livres. Il n'y a que 2 livres qui m'ont touché et que j'ai lu vraiment entièrement. C'est le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, parce que je trouvais que d'un point de vue humain, pour créer du lien, ce qui est important, et d'un point de vue business, c'était très important. Donc voilà. Et ensuite, tu as Père riche, Père pauvre aussi, pour avoir cet aspect à l'argent. Voilà, de comment on voit l'argent, comment on l'utilise, comment tu veux te situer. C'est très très important. Mais après, j'ai très très peu. Les livres, à chaque fois, je les achète. Tu vois, il y a une pile à côté de moi. Mais je les ouvre, je lis quelques pages et j'ai du mal à m'investir. Parce qu'il me manque toujours ce côté humain. Et pour le coup, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube sur l'argent, sur le développement personnel. J'ai énormément regardé un mec que tout le monde connaît qui s'appelle David Laroche. Parce Oui. que, aussi pour son contenu, mais aussi pour le marketing qu'il y a derrière, tu vois. L'image qu'il se donne, tout ce qu'il construit. Évidemment qu'il se donne une image. Il n'est pas pareil dans la vie perso. Pour l'avoir vu 2 fois en vrai, il n'est pas du tout pareil. Et, et j'ai beaucoup regardé. Et pour moi, c'est les meilleurs. Des jeunes créateurs de contenu.
qui ont peut-être 40 abonnés ou 200 abonnés. Tu vois, si demain tu tapes sur YouTube comment vivre un deuil, et ben pour moi, les meilleures personnes, c'est les personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et qui ne sont pas connues parce qu'ils ne mettent pas de leurs vidéos pour avoir de la notoriété. Ils mettent leurs vidéos pour partager un réel témoignage. Et pour moi, ça, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ouais, c'est vrai que les vidéos sont inspirantes. Et puis c'est vrai que les livres que tu as cités, c'est deux références. Alors, comment se faire des amis, ça va être le premier livre de développement personnel que j'ai lu, mais c'était le siècle dernier, à la fin du siècle dernier. Et en fait, ces livres, souvent, il ne faut pas s'arrêter au titre. Parce qu'on pourrait Hmm. dire, bah, c'est quoi, comment se faire des amis? Bah oui, je sais, voilà, mais il faut aller au-delà. Et en plus, c'est des livres très intéressants à lire, très faciles à lire. Et des livres pratiques, hein, comment se faire des amis, c'est vraiment une référence. Et Père riche, Père pauvre aussi, c'est très intéressant. Et puis c'est aussi une autre manière, souvent c'est anglo-saxon, hein, les deux, Dale Carnegie, Robert Kiyosaki, c'est anglo-saxon, mais c'est aussi une autre manière de voir, de réfléchir. Et c'est très rafraîchissant, justement, C'est vrai. Et de voir à une que, autre source. en plus, Même pour la si, petite blague, Bruno, quand tu dis ne pas se fier au titre, c'est vrai, hein, parce que moi, comment se faire des amis, quand j'ai vu le titre, c'était à l'époque où j'étais en dépression et que j'ai perdu tous mes amis. Je me suis dit, c'est quoi cette connerie? Et Père riche, Père pauvre, quand je l'ai vu, je dis, bah, j'ai plus de père, pourquoi acheter ce livre? Et finalement, les deux livres, ils sont totalement, totalement géniaux. voilà, Donc, c'est ouais, vrai. le titre, on s'en fiche. Voilà, c'est des fois, bon, je vois des gens qui s'arrêtent au titre et disent, mais c'est quoi le titre de quoi tu es en train de lire là? C'est ridicule. Non, mais là, regarde un peu et feuillette le livre et lis quelques extraits, puis tu verras que voilà, que ça t'apporte vraiment quelque chose, quoi. Bah écoute, Joseph, merci pour ce partage. Alors, si on veut te retrouver, on te retrouve où, comment? Alors, tu as parlé déjà de ta chaîne YouTube. Totalement, bah, c'est très gentil de demander. Pour la chaîne YouTube, il vous suffit de taper On parle de tout avec mon prénom derrière, Joseph. Vous allez reconnaître ma grosse tête qui apparaît. Et pour ceux de ceux qui sont sur Instagram, il suffit de taper joseph.coachingpro. Et pareil, vous allez reconnaître cette petite coupe de cheveux. Bah écoute, merci Joseph pour ce beau partage, cette création de valeurs communes. C'était très intéressant. Peut-être livré aussi sur tes expériences, ton parcours. Ouais, je te remercie beaucoup pour ça. Merci à toi de me Alors, l'avoir permis. voilà. Et autrement, vous pouvez retrouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, questionner, vous abonner, enfin, voilà, mettre de l'interaction. Ça nous fera plaisir. Voilà. Donc, merci Joseph et encore, et puis au revoir, et puis au revoir à toutes et à tous. Merci à toi. Au revoir Bruno.